merci de votre fidélité à Télé 50, votre chaîne, pour le compte de votre émission, votre magazine Décryptage. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un chef d'entreprise, le directeur général de Kibali, avec qui nous allons bien évidemment parler de sa société qui développe un gigantesque projet d'or à Doko, dans la province orientale. Monsieur Louis Ouatoum, directeur général de la société Kibali. Bienvenue, monsieur le directeur. Merci. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Est-ce que vous allez bien? La première question que je vous pose. Je vais très bien et mon projet se porte très bien également. Alors, dites-nous d'abord dans quel contexte exactement ce projet a démarré ici en République démocratique du Congo et pourquoi aussi avoir choisi la RDC? Je dois dire que ce projet, avant l'arrivée de l'opérateur actuel, qui est Randgold, avait connu certains autres opérateurs qui étaient sur terrain et qui ont fait un certain travail d'exploration. Mais il n'y avait pas une forte dynamique dans le sens de lancer les opérations proprement dites. Et Randgold est arrivé en 2009. En réalité, l'opérateur précédent avait annoncé qu'il vendait un groupe à l'époque qui s'appelait Redback. Et lorsque Randgold a appris cela, il s'est dit, non, vous devez ouvrir cela à tout le monde, le faire de manière transparente. Et à travers un processus d'offres, etc., de plusieurs compagnies qui ont essayé, finalement, Randgold s'est retrouvé dans ce projet comme opérateur. L'étape suivante, c'était faire venir aussi un autre partenaire qui a aussi suffisamment de muscles du point de vue financier, c'était AngloGold Ashanti. À eux deux, avec Sokimo bien sûr, qui est la compagnie du Congo, ils ont formé cette joint venture qui est Kibali. Donc Kibali est une joint venture dont Randgold est l'opérateur pour le projet Kibali. Et le projet est situé dans la province orientale, dans le nord-est, où vous avez été d'ailleurs, à environ 560 km de Kisangani, dans le district du Haut-Ouélé et territoire de Ouacha. Et le projet a atteint un stade assez critique parce que maintenant nous lançons la construction proprement dite, qui a ses préalables aussi bien entendu, dont ce qui fait décrire la chronique ces derniers temps, la délocalisation de près de 4000 familles. On y arrivera bien entendu au cours de cette émission. Alors, la question que je vous pose également, où se situe exactement ce processus de délocalisation? Parce que nous avons assisté aux premières familles qui avaient été délocalisées. Alors, où se situe à ce stade ce processus? À ce stade, ce processus avance comme prévu. Nous sommes à une centaine de familles délocalisées. Mais je dois dire que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est en réalité l'aboutissement d'un très long processus participatif et consultatif qu'on a démarré il y a plusieurs années, et qui est passé par plusieurs étapes. Notamment, fin 2009, nous avions mis sur pied ce groupe de travail pour la délocalisation, qui comprenait les représentants des 14 villages à délocaliser, représentants qui ont été désignés de manière démocratique au ballot secret, et qui consistait pour chaque village un chef coutumier, le chef coutumier, un sage, un représentant des hommes, un représentant des femmes. Ce groupe s'est mis ensemble avec nous et nous avons travaillé sur toute la politique de délocalisation qui devait tenir compte bien entendu des lois en vigueur, tant au niveau du pays, la constitution, le code minier, le règlement minier, les us et coutumes, mais également du point de vue international, les directives de la Société financière internationale, les principes de l'Équateur, qui notamment disent que lorsque vous délocalisez dans pareil cas, les personnes affectées doivent se retrouver dans des conditions, si pas égales, mais meilleures aux conditions de départ. Donc c'est autour de toutes ces considérations que nous avons mis en place cette politique de délocalisation que vous voyez aujourd'hui devenir effective. Alors la délocalisation a eu lieu, vous avez parlé des 10 premières, vous en êtes une centaine de familles déjà. Alors combien de familles seront concernées dans le cadre du processus de délocalisation? Oui, si je peux parler en quelques chiffres de toute cette initiative de délocalisation, nous parlons d'environ 4000 familles, ça fait environ 17 000 âmes, individus. 17 000 personnes à délocaliser. Nous parlons de 14 villages, comme j'ai dit. Donc, nous parlons aussi pas seulement des personnes, mais aussi des morts. Nous avons pu répertorier dans notre zone à délocaliser près de 1700 tombes. Ce ne sont pas... Les a déjà commencé, des sépulcres? Non, pas encore. Ça va commencer à un stade dans le dernier trimestre de cette année. Est-ce qu'il y a les problèmes des rites, les rites traditionnels, les us et coutumes, comme vous l'aviez dit, ne posent-ils pas de problème?
Oui, c'est une très bonne question. En réalité, puisque c'est un domaine très sensible, il a fallu y aller avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact. Nous avons mis en place un comité culturel. Au sein de ce comité culturel, vous avez les autorités traditionnelles d'abord, mais vous avez aussi les autorités religieuses, de toutes les confessions religieuses. Vous avez l'autorité de l'État, qui représente le gouvernement, et puis les consultants, tant nationaux qu'internationaux, qui veillent au strict respect des lois qui s'imposent dans pareil cas. C'est donc ce comité culturel qui a mûri la procédure, qui l'a communiqué et qui a consulté les personnes affectées pour pouvoir arriver à un plan que nous allons bientôt mettre en pratique. Est-ce que ça a été facile de convaincre les chefs coutumiers et les familles dans le cadre justement de cette exhumation des sépulcres? Je dois dire que ça n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup discuter, beaucoup consulter. Comme je dis, ça fait plus de 3 ans que ces discussions sont en cours. Et ce que vous voyez, c'est l'aboutissement de tout ce processus-là. Il n'y a pas que ce groupe de travail, parce que là, ce ne sont que les représentants des villages. Parce qu'après cela, il faut encore rentrer dans des meetings populaires, où vous allez dans chaque village pour réexpliquer ce qui a été convenu en comité restreint, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. De manière régulière, oui. Alors, l'autre question, c'est également, il existe quand même quelques priorités sur lesquelles s'articulent les objectifs majeurs du projet, notamment la sécurité, parce que c'est quand même une zone qui posait également de problèmes sécuritaires. Il y a également les infrastructures routières qui étaient vraiment délabrées, et l'énergie, le modèle géologique, tous ces problèmes-là sont finalement résolus. Parlons d'abord de la sécurité sur le site. Du point de vue de la sécurité, je dois dire que la situation est calme dans cette partie de la République. Si elle n'était pas calme, on ne serait pas en train de développer ce projet à la vitesse. Donc il n'y a aucun danger sur le site en termes de sécurité? Il n'y a aucun danger sur le site. En fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que lorsque nous avons commencé le développement de ce projet, je crois que vous l'avez épinglé dans ce que vous venez de dire, nous avions identifié 5 aspects critiques pour développer ce projet. Et le premier aspect, bien entendu, c'était la sécurité. Et c'est pour cela qui est un très grand défi, et c'est pour cela que nous avons approché l'État congolais pour lui dire, voilà, nous sommes là comme opérateurs économiques, mais nous avons besoin de cet encadrement, de ce soutien, de ce support, pour asseoir une sécurité dans cette partie du pays, pour que nous puissions travailler. Et à ce jour, je dois dire que l'État s'est acquitté a pris ses responsabilités au sérieux. Nous avons un protocole d'accord d'entente avec toutes les forces de sécurité de la province, l'armée, la police, etc. Et je dois dire que jusque-là, nous n'avons vraiment pas à nous plaindre du point de vue sécuritaire. D'accord. Alors parlons bien évidemment des infrastructures routières. Comme vous savez, les routes sont très importantes pour le développement. Il était très important pour nous d'abord de réhabiliter l'axe routier de Aru à Doko, notre site du projet, long de 180 km. Pourquoi? Parce que c'était pratiquement la voie d'accès pour toute la logistique du projet, et c'était aussi pour désenclaver cette partie du pays. Vous savez, cette route-là, il y a un peu plus d'1 an, il fallait plus d'1 semaine pour la faire, surtout en saison des pluies. Il fallait 1 semaine et même plus. Aujourd'hui, après l'avoir réhabilitée... Dans quel état elle se trouve? Elle se trouve dans un état impeccable, je dois dire, avec un programme d'entretien continu que nous finançons nous-mêmes. Et pour vous dire, une route qu'on faisait en plus d'1 semaine, on l'a fait en 2h30 aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire en termes concrets, en termes réels? Nous avons créé une déflation dans la zone du projet, où le coût des denrées, des produits manufacturés a baissé de près de 46%, parce que les marchés sont bien achalandés, parce qu'à toute saison, il y a un trafic, il y a les bus, il y a les camions, et il y a un business. Donc ça n'a pas seulement été bénéfique pour l'entreprise, mais bien évidemment également pour la population locale. Oui, bien entendu. Parce que je vous dirais par exemple, la bretelle de Aru à Ariwara n'a absolument rien à voir avec notre projet. Nous l'avons fait uniquement parce que Ariwara est reconnu comme un grand centre de négoce, et il était important que nous puissions joindre Aru à Ariwara. Et croyez-moi, cela fait une très grande différence pour le business, pour tous ceux qui font du business dans cette partie du pays. Très bien. Alors, en termes du secteur énergétique, il y a également les travaux de la construction de la centrale Nzoro 1, Nzoro 2. Est-ce que ces travaux ont déjà débuté?
Je vais répondre à la question énergétique, mais je voulais juste compléter une chose concernant les routes. Allez-y. Nous ne sommes pas limités à refaire cette section de Doko à Arou. Nous avons été plus loin. Si vous regardez la cité de Kokiza où se fait la délocalisation, il y a plus de 70 km de routes primaires et secondaires qui ont été faites là-dedans. Et de Doko jusqu'à Nzoro, puisque nous parlons des stations hydroélectriques, il y a une trentaine de kilomètres de routes que nous avons faites, par réhabilité, mais faites à partir de zéro, justement pour pouvoir accéder au potentiel hydroélectrique là-bas et mettre les installations qu'il faut. Maintenant, pour revenir à votre question concernant les centrales hydroélectriques, celle de Nzoro 1, qui existe pour le moment et qui appartient à notre partenaire Sokimo, elle se trouve dans sa dernière phase de réhabilitation. Nous avons commandé la nouvelle turbine qui est déjà arrivée, qui est sur terrain. Les travaux sont déjà suffisamment avancés pour que dans ce trimestre, nous puissions remettre Nzoro à sa capacité nominale d'un mégawatt. Au-delà de cela, nous avons besoin de créer une capacité de 35 à 40 mégawatts au travers de 2 ou 3 autres centrales, dont la première est déjà en cours de construction maintenant. En cours de construction. Alors parlons bien évidemment de la cité Kokiza Joli où vous avez délocalisé les populations. Alors vous les avez installées. Dans quelles conditions ces populations se trouvent-elles? Maisons, confort de logements construits selon les standards modernes, mais est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'ils auront des champs pour pouvoir faire, parce que là où ils habitaient, ils avaient des possibilités de faire les champs. Est-ce que les mêmes possibilités sont également retrouvées dans les endroits où vous les avez installés? Oui, j'aimerais dire deux choses concernant Kokiza. La première chose, c'est si nous devons parler strictement chiffres, rien que les infrastructures, et nous ne parlons pas de la mine, nous parlons de la cité de Kokiza, comme vous dites, l'infrastructure que nous avons déployée là-bas nous a coûté à ce jour, ou au final va nous coûter autour de 45 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 45 millions de dollars là? Il y a bien entendu les 4000 maisons, mais il y a aussi un grand centre administratif. Il y a un grand complexe de l'église catholique qui comprend, c'est presque une basilique parce qu'il y aura près de 1000 places assises là-dedans. Il y aura un grand complexe catholique ou il y a déjà un grand complexe catholique? Il y aura, parce que le complexe catholique qu'il y a pour le moment sur place sera délocalisé. Donc c'est en guise de remplacement de ce qui existe. Nous avons voulu remplacer non seulement ce qui existe, mais augmenter aussi en quantité. Parce qu'il y a l'évolution démographique. Ce que les Belges ont construit il y a 50 ans, c'était pour une population qui aujourd'hui est de loin. Les réalités sont tout autres. Tout autre. Donc je disais, dans cet investissement à Kokiza, il y a ce complexe catholique, il y a 14 écoles, il y a 7 centres de santé, il y a 5 marchés publics, il y a tout ça. Maintenant, au-delà de cela, l'exercice n'est pas mécanique. Il ne suffit pas de prendre quelqu'un de son ancienne habitation et mettre dans une nouvelle habitation. Il faut recréer le cadre de vie de cette personne-là. C'est ainsi que les enquêtes préalables, préliminaires ont identifié tout ce que cette personne avait. Si vous avez des champs, si vous avez un élevage de poules, de chèvres, etc., tout cela est compensé. Nous avons redonné à chacun d'eux des champs en taille suffisamment grand et en une terre suffisamment fertile. C'est-à-dire un espace pour faire le champ. Faire le champ, tout à fait. Mais également, les autres compensations étaient faites en cash. Écoutez, comment compensez-vous quelqu'un qui a 10-15 arbres fruitiers? Vous ne savez pas construire ces arbres, vous ne savez pas les planter et les faire pousser du jour au lendemain. Exactement. Vous pouvez lui donner les semences et nous avons une pépinière, etc. qui fait tout cela, mais dans l'entretemps, il y a un manque à gagner pour cette personne. Ça se calcule en termes de cash. C'est toute une politique de compensation en fait, qui a été discutée, négociée avec les personnes pour que nous puissions passer à la phase d'application. Donc ça veut dire que certaines familles qui ont été déjà délocalisées, qui ont pris possession de leur maison, ont déjà reçu les cash en question, la compensation financière en question. Bien entendu, oui. Alors, je voudrais également poser une question en rapport justement à ce projet, parce que bientôt là, ce sera la rentrée des classes. Alors, les populations que vous avez délocalisées déjà, est-ce que leurs enfants pourront reprendre les classes sur le site installé? Parce que les écoles sont... il y a un projet de construction des écoles où les écoles sont déjà construites. Absolument. Vous savez, vous ne pouvez pas délocaliser des familles sans tenir compte de tous ces aspects-là. Et c'est ainsi que je confirme que la première des 14 écoles qui seront érigées là-bas sera fin prête pour la rentrée des classes qui va commencer maintenant. Cette école aura